Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour ces top films notables 2024 que je peux enfin vous proposer en temps et en heure pour la première fois depuis 2021, voilà, puisque bon je m'étais déjà expliqué sur pourquoi en 2022 et 2023 je n'ai pas proposé ces vidéos dans un format intéressant dans lequel je reviens sur les films qui m'ont le plus plu en détail avec des arguments, etc. Voilà, manque de temps, manque de motivation, mais voilà, de toute façon j'avais déjà fait un bilan en 2024, donc en mai 2024 pour vous expliquer tout ça, mais voilà, cette année j'ai vraiment repris un rythme régulier, je suis revenu vous parler de films le plus souvent possible, c'est avec plaisir, avec toute la motivation dont j'avais déjà fait preuve pour les 2 premières années de la chaîne. La chaîne va d'ailleurs bientôt fêter ses 5 ans en mai prochain. Bon, bientôt non, du coup non, mais ce sera en 2025. Du coup, 2025 qui promet déjà d'être une année très riche. Comme l'été 2024 finalement, qui est une année de cinéma qui m'a beaucoup plu, il y avait énormément de diversification en salle. Moi-même j'ai beaucoup été en salle, voilà, j'ai énormément vu de films, donc de tous les genres, de tous les registres, de l'horreur, du gore, du body horror, de la comédie, du thriller, du huis clos. J'ai pratiquement tout vu, même s'il y a toujours quelques films qui m'échappent parce que malheureusement, voir tous les films à l'affiche, ce n'est pas possible parce qu'il y en a qui sortent aussi en VOD sur la plateforme, etc. Donc malheureusement, on peut pas toujours tout voir, ça c'est pas possible. Mais globalement, j'ai vu les meilleures sorties et voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi l'activité de la chaîne cette année, donc j'avais déjà fait un petit top, la vidéo dure quand même plus de 20 minutes, qui était sorti en juin ou juillet dernier, voilà, donc dans lequel je parlais donc des films qui m'avaient le plus plu, le plus marqué en début d'année 2024. Et donc, sur ces films, même qu'il y avait déjà eu une critique au moment de leur sortie, donc sur lesquels j'étais revenu non-stop. Du coup, même si je les citerai dans cette vidéo, au fur et à mesure donc, de cette vidéo, du coup, vu que j'en ai déjà parlé par 2 fois auparavant, soit dans le top, ou soit en critique, ou soit les deux, du coup, je me contenterai juste de citer les titres et je ne m'attarderai pas dessus plus de quelques secondes. Voilà, comme ça, vous savez comment la vidéo va se passer. Voilà. Je vais essayer de pas trop bafouiller, mais voilà, j'ai pas mal de choses en tête. Je suis impatient de vous parler donc de tous les films qui vont suivre. Donc voilà, non parce que c'est vrai que du coup j'avais réalisé donc ces premiers top et flop en moitié de 2004 pour justement avoir moins de travail et moins de films sur lesquels m'attarder maintenant parce que les tops et les top films et top flop c'est toujours un travail colossal en fin d'année surtout que pour tous les films que je vais voir, j'ai toujours 1500 films qui m'ont plu, qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé. Donc forcément, je dois toujours faire des choix. Donc du coup, c'est pour ça vraiment que je tiens beaucoup à ma catégorie donc de top film, top flop. Parce que voilà, certains ont juste des top 10 et après ils passent au top 10 et etc. Sauf que moi, je rajoute toujours donc des films notables, des mentions honorables et des choses comme ça pour vraiment mettre tous les films qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment plu. Enfin voilà, je laisse toujours quand même une chance aux films que j'ai apprécié et plus encore. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai un petit peu près tout dit pour introduire cette vidéo. Numéro 10. Here de Robert Zemeckis ou Her, les plus belles années de notre vie avec le duo emblématique de Forrest Gump, enfin le trio même si on compte Zemeckis lui-même, donc Tom Hanks et Robin Wright. Et malgré du coup donc ce trio de légende, le film est passé complètement inaperçu en salle. Voilà, il a fait un flop monumental. Mais bon, ça je crois que ça s'inscrit dans la même lignée que les précédents films de Robert Zemeckis qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et c'est tellement dommage. Voilà, la critique est d'ailleurs présente sur la chaîne. Moi, j'ai adoré. J'ai passé un fabuleux moment devant ce film. Je trouve que, voilà, la manière avec laquelle Zemeckis raconte plusieurs générations, plusieurs décennies de la vie donc de plusieurs familles, dont celle de Tom Hanks et Robin Wright, donc leurs parents, leurs grands-parents et de leurs enfants à eux-mêmes, du point de vue juste de l'angle d'une caméra dans une salon, d'une maison, dans une banlieue américaine, et en même temps qu'il raconte aussi l'histoire des États-Unis, et juste à travers l'œil d'un seul plan fixe. Déjà, je trouve que c'est une prouesse technique qui est incroyable. Je trouve que c'est
un énorme parti pris, une énorme prise de risque, et des prises de risque dans le cinéma, c'est très important. Et voilà, alors encore une fois, je vous invite du coup à aller revoir ma critique où j'y mets vraiment plus de détails et plus d'arguments vendeurs. Mais voilà, pour moi, Here, juste pour son échec, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un super film. Il y a de la poésie, il y a de l'émotion. Et puis, les effets spéciaux, ils sont quand même bons. Ils sont quand même très bons. Voilà, la technique de rajeunissement sur Tom Hanks et Ryan Wright, et même Paul Bettany et tous les autres acteurs concernés, ça passe très bien. Voilà, le film n'est jamais moche. Le film est toujours doux. Enfin, on passe par tout un tas d'émotions. Et vraiment, le fait que Zemeckis n'ait pas rencontré le succès avec ce film, avec ses acteurs, avec cette mise en scène, avec cette tentative de mise en scène, cette manière donc de raconter l'histoire, et donc tout ce scénario, qui on le rappelle n'est pas un scénario original, mais une adaptation d'une BD graphique, bah moi ça me désole un petit peu, et j'ai juste envie de vous dire, foncez, parce que des films comme ça, on en a besoin. Voilà, le cinéma a besoin donc de renouvellement, donc de prise de risque, de nouveautés, et bah Robert Zemeckis est en capacité, à la force, à la maîtrise cinématographique de proposer des films, des films comme ça, des films de ce gabarit. Et voilà, Robert Zemeckis est un des plus grands artisans du 7e art. Voilà, Retour vers le futur, Forrest Gump, etc. Je vais pas vous refaire son CV parce que il est déjà bien assez connu comme ça, mais vraiment, Here, top 10 sans hésiter. Et s'il n'y avait pas eu d'autres choses meilleures, je pense même que je l'aurais mis encore plus haut. Et son échec en salle me désole énormément. Voilà, donc numéro 10, Here. Numéro 9, Vice Versa 2 de Keith Lehman. Une fois de plus, j'en ai fait la critique au moment où le film est sorti. Alors, il était compliqué de faire une suite supérieure, voire même égale, voire même du même niveau que le premier, tout simplement. Et pourtant, je suis ressorti de Vice Versa 2 complètement retourné, complètement bouleversé. Et le film m'a eu, Pixar m'a eu. Et juste le fait de vous en parler, bah, je me rappelle de beaucoup de scènes. Voilà, tout le personnage d'anxiété, ce qu'elle fait à Riley, l'évolution donc de Riley, la grosse scène de stress à la fin. Mais cette scène, je pense que c'est une des scènes de 2024 qui m'a le plus retourné, une des scènes dans lesquelles j'étais le plus investi dans le film. C'est une scène qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs par rapport à ma propre adolescence, ma propre enfance. Enfin voilà, de toute façon, Vice Versa 1 et Vice Versa 2 se complètent, et ils nous font un petit rappel en arrière de ce que nous aussi on a vécu. Et bah moi je me suis totalement attaché à ce personnage de Riley. Et voilà, alors certains ont reproché au film d'avoir la même structure narrative que le premier volet. Moi j'ai pas trouvé. Moi c'est une histoire qui m'a totalement captivé, j'étais investi dedans, je voulais vraiment que les émotions positives s'en sortent et sauvent Riley, voilà, donc de ce cauchemar émotif, voilà, qu'on appelle la puberté, voilà, donc la puberté qui est le thème central de ce second volet. Et je trouve que ils s'en sont vraiment très bien sortis. Voilà, l'animation, elle est toujours aussi belle. On a eu vraiment de très beaux films d'animation, et on y reviendra bien entendu au cours de ce top. Mais voilà, Vice Versa 2, moi j'ai été complètement happé, transformé. Enfin, transformé peut-être pas, mais c'est un film vraiment qui m'a bouleversé. J'étais le voir avec un ami, et à la fin j'avais les larmes aux yeux. Et voilà, pour moi, quand un film, voilà, quand Pixar arrive encore, plus je grandis, plus je vois leurs films, et plus je suis bouleversé. Et ça, c'est juste voilà, j'ai même pas d'autres mots. Moi, si un film arrive à me faire ça, il a tout gagné pour moi. Et Vice Versa 2 assume plaire, assume convaincre, assume tout donné en fait. Voilà, ils ont tout donné pour proposer une suite encore plus forte, encore plus authentique, encore plus sincère que le premier, autant que le premier, en incluant des nouveaux personnages, en les développant. Voilà, les personnages de dégoût, d'anxiété, enfin voilà, nouvelles d'émotions, ils redoublent toujours plus d'énergie. Et voilà, que vous dire. Juste, voilà, j'en avais fait une critique, donc encore une fois, j'y vais plus en détail. Mais voilà, Vice Versa 2 en numéro 9 sans aucune hésitation. Et encore une fois, j'hésitais même à le mettre plus haut. Mais bref, de toute façon, pour tout le film, je risque de vous dire ça. Mais voilà, Vice Versa 2, numéro 9. Numéro 8, L'amour ouf de Gilles Lelouch. Alors, c'est vrai que c'est un film qui ne m'a pas convaincu au premier visionnage, mais depuis que je vous en ai parlé, je l'ai déjà revu 2 fois. Et le film s'est révélé d'autant plus à moi. J'ai embrassé le film au deuxième, puis au troisième, et je pense que je vais aller le revoir très bientôt parce que c'est vraiment un film sublime. Voilà, cette histoire d'amour déjà entre ces deux jeunes
puis ces deux jeunes qui deviennent adultes et qui se redonnent une seconde chance, mais malheureusement c'est leur classe sociale qui ne leur permettent pas de donner chance à leurs sentiments au coup de foot qu'ils ont eu quand ils avaient 14 15 ans. Moi je trouve que c'est une histoire magnifique, évidemment influencée par les plus grands films qui sont déjà sur ce thème, voilà, de l'amour ouf, du coup de foudre, du coup de cœur, empêché, qui ne peut pas être vécu parce que lui, il vient d'une classe populaire, une classe misérable où il y a de la mocheté autour de lui, alors qu'elle, elle est bien éduquée et qu'elle a des principes et des valeurs qui ne lui permettent pas de vivre cette histoire avec ce garçon particulier. Je trouve que Gilles Lelouch, il a fait un super second long métrage. Voilà, j'en ai fait une critique, je vous y renvoie. Euh, mais vraiment, j'ai trouvé que encore plus la deuxième fois et la troisième fois, les morceaux musicaux choisis, pile poil pour les bonnes scènes. Voilà, par exemple, toute la scène où lui il est en train de se bastonner, elle lui donne son foulard, et là, il y a un déclenchement du morceau de The Cure que depuis j'écoute en boucle. Mais cette scène, elle est sublime. Après, ils vivent tous les deux une sorte de rêve fantasmé, une danse, une chorégraphie superbe avec des couleurs majestueuses, un bleu avec des faisceaux lumineux. Enfin, bref, la photographie avec la musique de The Cure, leur chorégraphie, enfin, c'est une des plus belles scènes de l'année pour moi. Les deux acteurs, Malik Freka et Melody Weneke et Mallory Weneke, ils sont superbes. L'alchimie, elle fonctionne, même plus que François Civil et Alex Exarchopoulos, que pourtant j'adore et qui pourtant représentent les deux plus grands espoirs français actuels, enfin les deux plus grandes stars actuelles, ceux qui proposent vraiment les meilleurs rôles, les meilleurs personnages, les meilleures compositions. Mais l'amour ouf, ouais. Grand moment d'émotion, grand moment musicaux, grand moment de cinéma. Une alchimie qui fonctionne, qui opère, qui fait vraiment des étincelles. Les deux, enfin, dans l'échange de leurs regards, quand ils pleurent ou quand ils sont dans des états de rage, etc., c'est magnifique. Alors, certes, malheureusement, ce film n'a pas été le mieux interprété par beaucoup de spectateurs, voilà, qui s'identifient beaucoup à ce couple. Moi, je dis, c'est voilà, ce film a fait son petit effet en chacun de nous, et moi, vraiment pour son côté sentimental, romanesque, un peu West Side Story, un peu Scorsesien, etc. Moi, j'ai tout de suite, j'ai pas accroché parce que c'est un film qu'il faut digérer. Voilà, il fait quand même 2h40 en deux parties bien distinctes. C'est un film qui est composé, qui est pas composé dans la norme, qui est pas composé comme les autres, et pourtant, bah, plus on le voit, plus c'est un film qui passe bien, qui passe vite, qui est très énergique, qui est très vivant, rempli d'amour, rempli de violence aussi. Enfin voilà, l'amour ouf quoi, c'est ouf ce qui se passe dans ce film. C'est ouf, c'est dingue, et ça mérite un top 8 tout simplement. Et Gilles Lelouch, voilà, il est passé du grand bain à ça, et on a tout un tandem d'acteurs formidables, Benoît Poulvord, Karim Leclou. Bref, quoi, c'est un grand film, un très grand film français, et le cinéma français a été au top niveau cette année, que ce soit Le Comte de Monte-Cristo, ça et d'autres films dont on parlera dans ce top. Voilà. Numéro 7. Alors là, ça va être une tout autre type d'histoire d'amour, ça va plutôt être une histoire d'amitié, une histoire entre un robot et un humain. Je pense que vous avez compris que je parlais du robot sauvage en numéro 7 de Chris Sanders. Pareil, j'ai été totalement subjugué, touché, l'animation elle est juste magnifique des fois, on a l'impression d'avoir des peintures devant les yeux. DreamWorks au sommet de son art, je suis juste déçu qu'une suite ait déjà été validée parce que pour moi c'est un film qui se suffit très bien à lui-même. Mais bon, c'est très loin d'être le cas, hein, d'être dans le cas donc de ces films qui se suivent à eux-mêmes, mais parce qu'il y a succès, parce qu'il y a un phénomène, boum, on valide des suites. Ça évidemment, Hollywood ne peut s'en passer, ne peut se passer de passer à côté donc de phénomènes comme ça et de vouloir enquiller tout de suite après. Mais le robot sauvage, vraiment, son histoire, sa beauté, ses mots, les valeurs dont ce film est composé, les thématiques, bref, tout ce qui compose ce film, c'est magnifique, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Je suis allé le voir deux fois en salle et les deux fois, j'ai pleuré, les deux fois j'ai été captivé. Tout de suite, je me suis attaché aux personnages. Les voix sont superbes, les personnages sont originaux. C'est une très belle histoire. Et encore une fois, après Vice Versa 2, bah, on avait déjà eu notre lot d'émotions et de belles images animées. Et bah, le robot sauvage vient après et il dégomme tout. Et encore une fois, boum, les émotions et les larmes. Pareil, à ma critique de film.
où je plus sois d'adjectifs et de qualificatifs pour vraiment vous inciter à aller le voir. Le film a très bien marché, avec ou sans moi, peu importe, mais je vous encourage vraiment à aller le voir, et bien évidemment que ça vaut un numéro 7. J'enquille sur le suivant, numéro 6. Alors celui-là, il est un petit peu dans la même veine que L'amour ouf, mais il raconte une histoire différente. Néanmoins, il est aussi adapté d'un livre. Leurs enfants après eux, donc des frères Boukrema ou Boukrema, je sais pas très bien comment ça se prononce, avec notamment Paul Kircher et Gilles Lelouch, donc qui est derrière la caméra de L'amour ouf, et il joue ici donc le rôle du père d'Anthony, donc le héros principal, qui va voir sa vie bouleversée quand un soir, il se rend à une soirée avec la moto de son père et que le lendemain, il ne trouve plus sa moto parce qu'elle a été volée par un de ses futurs adversaires finalement. Et ça va être une querelle qui va les poursuivre lui comme, enfin les deux, pendant 3-4 étés de suite. Et voilà, et le film va se dérouler sur plusieurs années. Voilà, on va suivre le parcours d'Anthony. Et c'est juste beau, c'est d'une beauté à couper le souffle. Alors, j'ai beaucoup de mal avec Paul Kircher. Voilà, je trouve que voilà, son jeu ne m'atteint pas, son jeu ne me touche pas. Voilà, en plus, j'ai l'impression que dans tous les films dans lesquels il joue, que ce soit le règne animal, de McKay que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, ou même dans le lycéen de Christophe Honoré, et il a toujours un air de chien battu, il met toujours enfin je sais pas, je n'adhère pas à son jeu, et pourtant malgré encore une fois ici son air de chien battu, bah, j'ai réussi à vraiment rentrer dans le récit, à m'attacher au personnage, et encore une fois que c'est un film qui remplit de nostalgie, de beauté, voilà, c'est un film qui respire l'été, voilà, ça c'est vraiment super, c'est un film qui respire l'été, qui respire l'espoir, qui respire la nostalgie, qui a de grands moments dramatiques, de grands jeux d'acteurs, voilà. Comment dire, tout le tournant donc, du personnage de Gilles Lelouch, c'est brise, c'est un film qui brise beaucoup le cœur par moments. Il y a de grands moments de beauté, notamment toute la séquence du Nouvel An, c'est très touchant, c'est très émouvant. Voilà, c'est un film quand même qui appelle à la nostalgie, qui nous rappelle la France d'avant, mine de rien. Et le parcours donc, de beaucoup de personnages, voilà, on est investi on est investi dans ce qu'ils vivent, dans leurs tragédies, dans leurs amours, etc. Donc toute cette love story entre Anthony et la petite et la fille sur laquelle il crush. Et voilà, leur histoire qui va se répéter sur plusieurs étés de suite, mais ils vont jamais arriver à se comprendre et à s'apprécier parce qu'il y a toujours quelque chose soit de son côté à lui, soit de son côté à elle, qui va faire que leur histoire est impossible. Et finalement, bah, c'est ce qui fait la beauté donc, de leurs enfants après eux. Voilà, encore une fois, choix musicaux incroyables, photographie immense, par moment, pas toujours, mais bah, des fois on a des plans, voilà, quand il y a Anthony et sa meuf qui sont sur une moto, il y a il y a une super musique qui accompagne et on est totalement dedans. Enfin, j'ai passé un excellent moment en salle. Je l'ai aussi mis dans le stop parce que malheureusement il ne rencontre pas un grand succès en salle et c'est dommage parce que le temps file vite, les personnages, les acteurs sont bons, enfin les personnages sont bons dans leurs personnages, on y croit vraiment. Moi j'étais dedans et quand le film s'est terminé, j'étais presque frustré parce que limite c'est un peu comme L'amour ouf, on en reprendrait presque un petit peu tellement l'histoire nous plaît. Et ouais, franchement, j'ai totalement été bouleversé, touché, ému par cette histoire. Encore une fois, Paul Karcher, c'est pas une révélation pour moi. Il est bon, il a quelque chose qui fait de lui un comédien quand même bon, mais moi il me touche pas et pourtant même s'il est là et omniprésent parce que c'est lui qui porte le film, bah il y arrive et moi j'y ai cru à ce qu'il propose à l'écran, à sa composition et c'est pas toujours ça avec lui. Mais voilà, il mérite quand même la 6e place. À la 5e place, on retrouve un film que j'avais déjà évoqué dans mon premier top, donc je ne veux pas plus m'attarder que ça sur celui-là. C'est Nous les Leroy de Florent Bernard qui depuis a été recruté avec Sébastien Weinstein, donc les mecs d'ailleurs, puisque le réalisateur et Florent Bernard est le co-scénariste de Vermine, grand film d'horreur de l'année 2023 que je vous encourage à aller voir, évidemment. Et donc les deux ont été recrutés donc, pour faire le prochain Evil Dead. Ça, c'est quand même la classe, c'est quand même une sacrée fierté française, comme ça, quand on réalise un film d'horreur, enfin, quand deux mecs de chez nous réalisent un film d'horreur et qu'ensuite ils sont recrutés par le grand Sam Raimi pour faire un Evil Dead, incroyable. Et donc, Nous les Leroy, bah, moi j'avais été complètement touché par
toute cette fraise, toute cette grande histoire familiale, voilà, dans lequel le père, je parle José Garcia, voilà, il voit que son couple ne tient plus, voilà, sa femme veut divorcer, et lui, il propose simplement à femme et enfant, voilà, donc de faire un grand parcours familial, voilà, pour qu'ils se retrouvent tous en famille, et pour tenter donc de renouer les liens avec sa femme et de ressouder les liens familiaux. Déjà, en soi, je trouve que l'idée, elle est quand même superbe. Encore une fois, il me semble que c'est une adaptation littéraire. Moi, je trouve que l'idée est vraiment superbe et que tous les acteurs sont bons. Pourtant, José Garcia, c'est pas vraiment l'acteur français qui m'enchante le plus. Vraiment, je trouve que c'est un acteur. Bon, il a son petit succès, il a sa petite notoriété, mais moi franchement, les films dans lesquels il a joué, bon, il a pas des choix de tous les rôles qu'il a fait, c'est pas pour me plaire, hein, pour être honnête avec vous, mais là pour le coup, bah, il m'a touché. Voilà, c'est dans ses dialogues, dans ce qu'il dit et comment il le dit et les interactions qu'il a avec sa femme, avec Gainsbourg et ses enfants, bah, j'ai été ému et touché. Je me suis attaché à son personnage. C'est une superbe histoire familiale avec tout plein de thèmes qui nous sont propres, voilà, à nous en tant que membres de notre propre famille, avec tous les épreuves qu'on peut vivre dans notre famille, voilà, les conflits entre un frère et une sœur, entre un mari et sa femme, ressouder les liens familiaux, les discussions père-fils, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont authentiques, qui sont vraies, et pour moi, c'est un scénario et c'est une histoire qui fonctionne vraiment, qui parle vraiment à tout le monde, qui m'a parlé à moi, et on rigole, on pleure, parce qu'il y a vraiment des moments qui font très vrai, on a vraiment l'impression d'être face à une vraie famille, tellement bah, tout le monde se complète bien, tellement l'alchimie est palpable en fait. Vraiment, il y a des étincelles entre chaque membre de cette famille, entre Garcia et Gainsbourg, entre Gainsbourg et ses gosses, entre José Garcia et ses gosses. Hein, voilà, on ressent vraiment quelque chose entre tout le monde. Et ouais, non, cette histoire, elle m'a complètement plu. Et je pensais pas aller le voir. Voilà, c'est pas le genre de film populaire qui me tente d'aller le voir. Mais je suis allé le voir parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Et effectivement, j'en suis ressorti très touché, très ému. Et voilà. Donc, je vous invite à aller revoir ma critique pour vraiment savoir ce que j'en pense beaucoup plus en détail. Voilà, je prends beaucoup plus de temps pour en parler, moins dans la précipitation. Mais vraiment, Nolé le Roi mérite une cinquième place, que je lui avais donné une place plus haute dans le premier top. Mais là, la cinquième place lui est totalement méritée. Quatrième place. La nuit se traîne de Michael Blancar, un thriller dans lequel un serrurier est au mauvais endroit au mauvais moment et il se retrouve à devoir régler l'affaire, les problèmes d'un mafieux joué par Romain Duris, qui est ici dans un personnage, dans un rôle à contempler, parce que Romain Duris en méchant, on n'avait pas vu ça et on voit ça et ça nous bluffe parce qu'il est quand même assez bon. Et La nuit se traîne, tension palpable, j'ai été happé tout du long. Je trouvais que c'est un thriller super efficace, c'est un thriller belge. Et si vous n'avez pas vu, parce que malheureusement trop peu de gens l'ont vu, enfin il a eu une petite fréquentation quand même, mais pas assez. De toute façon, ce genre de film n'a jamais assez de communication, il faut toujours en parler. Et je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est un super thriller, voilà, juste un postulat tout simple, un serrurier qui veut rendre service à une femme qui lui plaît, et après le mec se retrouve embarqué dans tout un dans une situation dont il n'a évidemment pas la maîtrise, sur laquelle il ne peut qui le rend totalement vulnérable, et c'est une histoire vraiment accrocheur, et quand on est dedans, quand on rentre vraiment dans le faux fond de l'histoire, on n'en sort plus en fait, on n'en sort plus jusqu'à la dernière minute, on est happé, on a peur pour les personnages, on a peur pour lui, pour ce plombier, pour ce serrurier plutôt, pas ce plombier, pour ce serrurier, qui n'a de base rien demandé, qui va devoir se retrouver à sauver des vies, à avoir la vie donc d'une gamine et de personnes entre ses mains, et il y a vraiment des moments où j'avais le cul serré sur mon siège, je n'ai pas peur des mots parce que c'est vrai, voilà, quand un film nous fait ressentir des choses, bah il faut le dire, et moi il y a vraiment des moments où j'avais vraiment peur pour lui, où j'avais le cul serré sur mon siège, et jusqu'à la dernière minute, j'ai vraiment eu peur pour tous les personnages impliqués, ou vraiment en danger, et on est incapable de deviner qui va s'en sortir, qui ne va pas s'en sortir, et voilà, la nuit se traîne, il y a des courses-poursuites incroyables, il y a une mise en scène qui est entraînante, il y a un rythme qui ne faiblit pas, les acteurs sont tous bons, Romain Duris en tête d'affiche, même s'il apparaît peu, enfin c'est pas lui l'acteur principal, en tant que méchant il doit peut-être avoir 20 minutes ou une demi-heure de présence à tout casser, c'est pas beaucoup, voilà, c'est pas beaucoup mais il le fait bien. Bref, tous les acteurs sont bons, et voilà, donc La Nuit s'entraîne, je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est un thriller qui fonctionne très bien, voilà, il fonctionne avec pas grand chose, juste avec quelques scènes bien faites, bien mises en scène, avec on y croit vraiment.
Bref, il mérite une quatrième place sans hésiter parce que pour vraiment la tension qu'il m'a fait ressentir en salle, c'est un film qui est très anxiogène, qui est très très tendu, voilà, qui peut basculer à tout moment, voilà, tout peut se déclencher à tout moment et quand on pense que c'est terminé, on enquille sur un climax, voilà, donc qui marque quand même, qui reste dans les esprits. Voilà, et c'est le genre de thriller dont on a besoin au moins une fois par an, et quand on l'a, on est content. Et cette année, c'était La Nuit se traîne. Voilà. En quatrième place, c'est donc celle-là que... Vous voyez, c'est un film qui m'ont fait perdre mes mots. Bref. En troisième position, alors celui-là, vous avez pas pu passer à côté puisqu'il a fait beaucoup parler, que ce soit à Cannes, au Festival Lumière, même dans les critiques, etc. Il a eu beaucoup de lumière, et c'est tant mieux d'ailleurs parce qu'il le mérite. The Substance de Coralie Farja, alors j'en ai fait une critique dans laquelle j'étais très content, que je vous invite à aller voir évidemment, donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus. J'avais dit ça déjà pour d'autres films, mais même si bon, les émotions et la joie de vous en parler font que du coup, à chaque fois j'y passe 2-3 minutes, mais bon, c'est pas grave. The Substance, donc, qui m'a beaucoup plu, qui ne cesse de me marquer, voilà, tous les jours, ce film, il me revient en tête, voilà, c'est que ce soit son arrière-propos, voilà, sur le patriarcat, sur les hommes rebutants qui traitent les femmes comme de la merde, enfin voilà, il y a tout un tas de choses dans ce film qui m'ont vraiment interpellé, c'est un film qui est alarmant, c'est un film quand même qui dit des choses vraies sur la condition de la femme à Hollywood et sur comment est conditionnée l'industrie hollywoodienne par rapport aux femmes qui se vieillissent, qui voilà, qui ont qui ont une mâchoire de travers et qui donc doivent changer ça si elles veulent continuer à bosser. Et voilà ce personnage de Elizabeth Sparkle qui décide d'avoir recours à une substance pour donner vie à une meilleure version d'elle-même et donc qui devient Margaret Qualley, mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu parce que l'une prend le contrôle sur l'autre, etc. Enfin voilà, le scénario monte crescendo et plus on avance, plus le propos est poussé à son paroxysme, après ça devient complètement dégueulasse, ça devient sale, voilà, parce que The Substance c'est un film qui dit les choses mais qui les dit salement, voilà, c'est du body horror, c'est un body horror féministe, vraiment engagé, qui pousse les choses, qui pousse son histoire très 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 loin, et ça fonctionne évidemment. Moi j'en suis ressorti, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis allé le revoir 2 fois en salle et c'était jouissif, parce que c'est un film qui est féministe, qui est dégueulasse, mais qui fonctionne très bien, voilà, qui déclenche certaines choses dans notre tête sur comment ça se passe pour les femmes Hollywood, comment les hommes, quel regard les hommes ont sur les femmes qui se vieillissent. Et voilà, le personnage joué par Dennis Quaid, c'est lui, cet homme véreux, cupide, pervers et complètement détestable, qui est mis en comme ça en gros qui est mis en scène en gros plan comme ça pour vraiment nous montrer que c'est ce genre d'homme là qui règne en maître à Hollywood, qui n'est pas sans rappeler Weinstein notamment, Harvey Weinstein. Bref, je ne vais pas m'étendre plus sur ce film, mais il a eu du public. Voilà, moi j'ai été à des séances, les salles étaient blindées et c'est génial parce que c'est ce genre de film qui doit marcher, qui doit interpeller les gens. Et voilà, ça dit des choses très vraies sur Hollywood, sur comment ça se passe pour les femmes, etc. Bref, pas de redite, mais c'est un film qui a influencé, qui a inspiré. Voilà, on sent une touche lynchienne, kubrickienne. Bref, on sent vraiment de quel cinéaste Coralie Farja elle a tiré un peu son cinéma pour raconter son histoire. D'ailleurs, j'ai rattrapé après ça Raven, son premier film, qui dit aussi pas mal de choses sur les femmes. Voilà, on sent déjà son cinéma et son penchant pour le body horror et pour les choses un peu dégueulasses, pour les choses un peu cruelles. On sent qu'elle aime bien violenter les femmes, mais pour en dire quelque chose, pour en faire ressortir un propos qui est vraiment dur et qui est vraiment cru. Voilà, de toute façon, Coralie Farja, c'est une cinéaste à l'état brut et ça se voit. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien d'avoir des films comme The Substance qui sont là pour remuer, pour secouer un peu les esprits, les mémoires, les consciences, etc. Il faut des films comme ça. Et évidemment, vu que c'était une de mes séances les plus intenses de 2024, évidemment, qui méritait le numéro 3 sans hésiter. Numéro 2, Civil War de Alex Garland. Il était pareil dans mon premier top, donc je ne veux pas encore une fois m'éparpiller dessus. Vraiment, je vais essayer de faire plus court d'ailleurs sur tous les prochains films que je vais évoquer. Civil War, j'ai une grande histoire voilà, sur la guerre civile aux États-Unis. En plus, quand j'en avais parlé, il n'y avait pas encore eu l'élection américaine avec la réélection de Donald Trump au gouvernement américain. Donc maintenant, reparler de ce film, c'est un peu plus dur. Enfin, ça passe encore
plus mal maintenant qu'on sait qui est à la tête du gouvernement américain. Mais bon, ma chaîne n'est pas politisée, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais voilà, Civil War, grand film, voilà, sur les photographes de guerre qui immortalisent des instants bruts, violent, viscéral en temps de guerre. D'ailleurs, il y a eu aussi le film Lee Miller avec Kate Winslet que je vous encourage à voir, que j'ai trouvé efficace, très bien porté par Winslet elle-même. Voilà, Civil War, grand film, voilà, avec une grande photographie, avec une grande mise en scène qui vraiment immortalise toute l'horreur de la guerre. Vraiment, c'est un film chaotique, c'est un film anarchique, mais qui dit des choses très vraies sur l'état actuel des États-Unis et sur ce que ce pays peut devenir si personne ne réagit à ce qui se passe en ce moment et depuis quelques mois dans ce pays. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir Civil War, ça a bien fonctionné en salle. Alex Garland est un cinéaste redoutable qui écrit bien, qui réalise bien. Je vous renvoie aussi vers Men dont j'avais fait de la critique il y a un an et demi, 2 ans. Je vous renvoie vers ma critique donc, de Civil War dans laquelle, encore une fois, je détaille plus ce qui s'y passe et comment le film est, mais je vous encourage vraiment à aller le voir. On a une grande Kirsten Dunst qui porte le film. On a aussi l'actrice secondaire qu'on a vu dans Priscilla et dans Alien Romulus, dont Kellen Spacey. Voilà, son nom vient de me revenir. Pareil, elle, c'est une très belle révélation de ce film et de cette année. Civil War de Alex Garland. En numéro 2. Je vais vérifier mes notes, mon ordinateur juste à côté de moi pour que je dise pas de bêtises, mais voilà. Numéro 1. Et donc pour moi, le film qui m'a le plus secoué, ébranlé, marqué, que j'ai trouvé remarquable, que je suis allé voir 2, 3 fois en salle, que j'ai trouvé surprenant, impressionnant, que j'ai trouvé venu d'ailleurs, bref. Il y a tellement de qualificatifs, d'éléments pour qualifier ce film. Ces pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, il était déjà top 1 dans le premier top. C'est le film qui m'a qui m'a fait dire que 2024 était une année de cinéma très bien partie et il se retrouve de nouveau en numéro 1 dans ce second top de 2024. Ma foi, je sais même plus quoi vous dire parce que j'avais déjà dit beaucoup de choses. Voilà, j'en ai fait une critique, elle était dans le top, donc j'en ai déjà parlé 2 fois. Mais juste, ouais, c'est le film vraiment qui, dès janvier, voilà, il est sorti la première semaine de janvier, il y avait même eu des avant-premières fin 2022. Et ma foi, quel grand film. Quel grand film, pauvre créature, dans son imagerie, dans sa mise en scène, comment certains plans sont composés, la colorimétrie, le propos, pareil. Film ovni très engagé avec une Emma Stone, mais au sommet, dans une prestation qui continue de me hanter la nuit, même les jours, enfin mes jours, mes nuits, à chaque heure donc de 2024. Bref, numéro 1, pauvre créature, c'était un grand grand film. On en vient maintenant aux mentions honorables. Alors je vais essayer d'aller un minimum vite donc sur chaque film pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, enfin pour que cette partie de la vidéo ne dure pas trop longtemps, donc en d'autres mots je vais essayer de vous les vendre. La salle des profs, film allemand de Ilkek Katak, je dois écorcher son nom comme pas possible, mais bon, c'est un nom allemand, donc soyez indulgents avec moi. Histoire très prenante, et surtout, ce qui m'a le plus remarqué dans ce film, ce qui est le plus à souligner, c'est la performance de l'actrice principale, dont le nom s'affichera ici, parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom une fois de plus, mais grande performance donc de l'actrice principale. Histoire, enfin c'est un postulat simple, hein, un vol dans la salle des profs et l'enseignante en question qui veut faire reconnaître à au coupable, enfin à la coupable, que c'est elle qui a commis ce vol, même si cette dernière ne veut pas le reconnaître. Et même si c'est un postulat simple, justement, la salle des profs nous montre que, voilà, justement dans ce contexte éducatif, pédagogique, où justement c'est les enseignants qui doivent montrer l'exemple, que bah, ça peut en faire ressortir donc de très grands films où la tension, où l'atmosphère vraiment peut être palpable, où il y a de grandes performances d'acteurs. Ça fait un moment que je l'ai vu, donc c'est vrai que j'ai un peu oublié certaines scènes et certaines choses. Mais vraiment, je vous le recommande. La salle des profs est un super film, un très bon thriller, un très bon huis clos, parce que du coup, ça se déroule vraiment que dans l'enceinte d'une école, que dans des salles de classe, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment été pris dans cette histoire et dans les valeurs aussi que nous transmettait ce film. Enfin voilà, c'était vraiment un film à voir cette année. Ensuite, le fil de Daniel Auteuil, thriller avec Daniel Auteuil donc dans le rôle d'un juge et de Grégory Gadebois dans celui d'un père accusé de meurtre tout simplement. Alors en soi, c'est pas le thriller le thriller français sur la justice et ceux qui sont accusés donc de viol, de meurtre, etc. Parce qu'il y en a beaucoup quand même des films sur la justice. Hein, on rappelle quand même La Palme d'Or d'Anatomy d'une chute qui est un film sur la justice, un film sur la justice engagé. Néanmoins le film, je vous le recommande parce que
il y a une finalité, il y a une moralité à la fin qui a fait que quand je suis sorti de la salle, j'ai été presque en train de faire un malaise tellement c'est un film qui m'avait complètement retourné le cerveau. Voilà. Et puis Daniel Auteuil dans le rôle d'un juge, ça fonctionne vraiment. Voilà, il y a de très très grandes performances cette année dans le cinéma français. Et Daniel Auteuil et Grégory Gadebois, voilà, ils sont un peu à contre-emploi de ce qu'ils jouent d'habitude. Mais vraiment, Daniel Auteuil, il faut pas oublier que c'est un de nos plus grands comédiens français, un de nos plus vieux, un de nos plus anciens, c'est un vétéran du cinéma français. Et dans le film, il livre une grande performance dans le rôle d'un juge où elle a pris entre des dilemmes moraux, donc celui de protéger, enfin de défendre un accusé de meurtre et celui donc justement de réussir son boulot de juge, d'avocat tout simplement. Et vraiment, ça fonctionne. Vraiment, le film, surtout cette première partie, c'est pas un film qui est exceptionnel. Voilà, formellement, dans son scénario, il raconte rien d'intéressant, mais c'est en fait à la fin qu'on comprend justement tout ce que ce film a mis en place depuis le début et qui nous retourne complètement le cerveau et que ça fonctionne vraiment. Donc le film de Daniel Auteuil, je vous le recommande aussi. Conclave de Edouard Berger avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini. Écoutez, j'ai envie de vous dire que d'un point de vue photographique, déjà tous les plans sont majestueux, magnifiques, hyper bien composés. C'est anxiogène du début à la fin. Voilà, du début à la fin, on est dedans. Voilà, ça commence par le décès d'un conclave, enfin d'un pape, et justement tout le film vise en fait à élire un nouveau pape. Sauf qu'évidemment, il y a des retournements de situation, il y a des problèmes. Certains cardinaux pardon, cachent des histoires, des choses, des mensonges, des révélations. Et tant qu'il n'y a pas un pape, tant qu'un cardinal n'a pas les voix, le nombre de voix demandées donc pour être élu, il reste dans une salle, il vote. Et plus l'histoire avance, et plus on va de révélations, en dilemme, en combats moraux. Enfin, c'est un film qui est très précis, qui est très juste. Et qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était intéressant. Et surtout, c'est beau. C'est un film qui est très très beau, qui est formellement et techniquement super beau. Il y a des images qui sont sublimes. Voilà, on a des plans comme ça on a des plans sur le Vatican. Ça se passe en intérieur, en extérieur. C'est sombre, mais aussi un peu lumineux. Enfin, c'est sublime, vraiment. Donc, Conclave d'Edouard Berger, je vous le recommande. Je pense que Ralph Fiennes peut avoir l'Oscar du meilleur acteur assez facilement. Enfin, c'est facilement. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu Chalamet en Bob Dylan, hein, dans le prochain film de James Mangold, mais Conclave, c'était vraiment un film exceptionnel. Ensuite, Daddio de Christine Hall avec Dakota Johnson. Et c'est la première fois que je vois que Dakota Johnson joue très très bien, parce que malheureusement jusqu'ici elle n'avait pas eu des très bons rôles, hein, que ce soit dans Madame Web ou dans la trilogie Sa conscience de machin chouette. Mais Daddio qui se passe entièrement dans un taxi et qui est une conversation entre Sean Penn et Dakota Johnson. Elle revient, elle rentre d'un autre état, je crois que c'est de l'Oklahoma, et du coup elle choisit un taxi, et c'est le personnage de Clark, donc joué par Sean Penn, qui va vouloir apprendre à la connaître, à discuter un petit peu avec elle, etc. Donc ça se passe entre JFK et Manhattan, et il fallait le faire quand même. Juste un film sur une conversation entre deux personnages, un chauffeur de taxi et une femme, voilà, qui a un passé, qui a une vie un peu compliquée, avec des dilemmes et beaucoup de problématiques. Et ben ces deux personnages vont apprendre à se connaître, vont apprendre à s'apprécier, et c'est un film qui est très appréciable, c'est un film qui est très touchant, qui est très émouvant, parce qu'elle va lui dire des choses dures, lui aussi va lui raconter des choses, enfin en fait ils vont s'avouer des choses sur leur vie respective. C'est un film dont on ne parle pas assez, et pourtant c'est un film qui fonctionne, qui est très touchant, qui est très beau. Et voilà, il y a pas besoin des fois de faire de grandes mises en scène ou de grands dialogues, il y a juste besoin de films humains, de films sincères, de films beaux. Et voilà, juste une conversation dans un taxi, sur moi ça a totalement marché, et je vous le recommande à 100%. Et pour terminer, donc, je ne les mentionnerai pas encore invoqué, Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rasalouf, Razoulof, pardon, qui est un grand thriller politique tout simplement. Voilà, le film commence en étant très politique, voilà, avec cette famille enfermée chez elle avec deux filles, voilà, qui ne peuvent pas sortir sous peine d'être tabassées dehors. Je pensais pas que ça me plairait, et puis finalement j'ai été complètement embarqué, voilà, jusqu'à cette deuxième partie complètement huis clos, complètement anxiogène, où le père devient complètement fou, et limite il met sa femme et ses enfants, et ses deux filles complètement en danger, voilà, ils sont reclus dans la nature, dans cette maison. Tout va très vite et tout peut basculer à tout moment, et voilà, donc toute cette intrigue avec cette arme qui déclenche tout, cette arme
qui est caché, qui est perdu, on ne sait pas trop jusqu'à la fin de la deuxième partie. J'ai trouvé cette deuxième partie, ce film complètement hallucinant. Autant une première partie politique, autant la deuxième partie est complètement horreur, anxiogène, tendue. Bref, j'ai adoré. Il a fait beaucoup parler, pour le coup, c'est un film qui a fait beaucoup parler. Il y a eu un très bon bouche-oreille, de très bonnes critiques, et à raison, parce que c'est un film qui est poignant, qui est dur, qui est engagé, et il réunit beaucoup d'éléments qui en font un thriller politique très, très encourageant, très alarmant, très discutable, mais très discutable, pas en mode où il est problématique, mais très discutable, où il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent alimenter les conversations, les débats, et ça, c'est super important. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce top film notable 2024 vous aura plu, voilà, vous aura intéressé. Il y a déjà des films notables que j'avais évoqués dans le premier top, et donc je vous invite à aller revoir cette vidéo pour savoir quels autres films notables je ne citerai pas ici, voilà, parce que je les ai un petit peu oubliés, que bon, quand je les avais vus, je les avais bien aimés, mais que voilà, c'était juste des films que j'ai trouvé sympathiques et que je voulais citer dans ce premier top. On se retrouve très vite pour les flops 2024, ça va être une partie de plaisir que de vous recommander des films que j'ai beaucoup aimés, mais bon, c'est aussi le jeu du YouTube Ciné Game. En attendant les flops, on se retrouve en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me soumettre vos top films notables 2024 en commentaire. Je serais très curieux de savoir quels films vous ont le plus marqué, touché. Si vous avez des recommandations que vous n'avez pas vues dans ce top, que je n'ai pas faites, voilà. Parce que bon, comme je vous le disais en début de vidéo, on ne voit jamais tout, on ne peut jamais tout voir. Mais s'il y a des films que vous me conseillez plus que d'autres, bah voilà, je serais très curieux de les voir. Je sais que vous serez peut-être déçus de ne pas avoir vu notamment Furiosa, que j'ai bien aimé, mais vraiment sans plus. Hein. Voilà, je vous invite à aller voir ma critique qui est clairement dispo. Iron Claw avec Zac Efron et Joseph qui l'a fait beaucoup parler, je ne l'ai pas encore vu, donc si vous avez des retours à m'en faire, je serais très curieux de les avoir. Je sais aussi que vous serez peut-être déçus de ne pas voir des films comme mince, enfin bref, il y a tout un tas de films comme ça qui ont fait parler, soit que malheureusement qui n'ont pas assez retenu mon attention, soit que je n'ai pas eu le temps de voir, mais voilà, c'est aussi le jeu. Il y a des films qu'on aime, d'autres pas, d'autres qui nous marquent moins, ou d'autres qu'on oublie carrément, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou à me faire des remarques, etc. Bref, je prends tout. Et puis sur ce, à très vite pour les flops 2024. À très vite tout le monde.